Mes chers collègues, je vous propose que l'on débute notre réunion de commission des affaires européennes de ce jour avec l'audition de Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Madame l'ambassadrice, merci pour votre présence. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans cette salle qui n'est pas la salle de la commission des affaires européennes, comme vous avez pu le constater. C'est écrit derrière moi, mais chers collègues, j'ai préféré le faire ici aujourd'hui de manière à ce que nous puissions aller voter parce qu'il y aura un vote solennel, Madame l'ambassadrice, d'ici 45 minutes, et donc je vous préviens d'ores et déjà que nous suspendrons quelques instants nos échanges, de sorte à ce que les collègues puissent aller voter, puis après nous reprendrons notre audition de ce jour. Je souhaitais que l'on puisse avoir cette audition, puisque l'actualité de la relation franco-britannique est particulièrement dense et intense depuis maintenant plusieurs semaines, mais aussi la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne de manière plus générale, et je pensais que c'était intéressant de pouvoir vous entendre dans ce cadre, avec notamment la présence aujourd'hui des collègues aussi membres du groupe d'amitié France-Royaume-Uni qui nous font l'amitié et le plaisir d'être présents à cette audition. Vous le savez, le sommet franco-britannique du 10 mars dernier a été un succès, je crois, unanimement salué de part et d'autre de la Manche et a donné un nouvel élan à la coopération entre nos deux pays, et je crois que cela a été nécessaire et important après des moments de flottement qui ont pu exister ces dernières années, et je crois qu'il faut se réjouir d'avoir de part et d'autre de la Manche, à Paris et à Londres, un Premier ministre et un Président de la République qui ont une volonté commune de renforcer les relations entre nos deux pays et de relancer le dialogue franco-britannique dans un contexte qui est celui de la guerre en Ukraine, qui, je crois, nous oblige à regarder ensemble l'avenir et surtout d'être capable d'apporter une réponse forte à cette guerre brutale, impérialiste menée par la Russie. Et nous avons de ce point de vue une convergence, je crois, très étroite entre Paris et Londres sur la réponse à la guerre menée par la Russie. Et bien que votre pays ait fait le choix souverain et que nous respectons évidemment de quitter le Royaume-Uni, nous partageons l'Union européenne, nous partageons évidemment les mêmes valeurs et je crois que cela est extrêmement important dans ce moment si singulier. Le sommet du 10 mars, je le disais, a été un succès. Ça a été un succès notamment, je crois que la déclaration conjointe a su le mettre en avant à travers les centaines de jumelages entre les municipalités, les centaines de milliers de citoyens vivant dans l'autre pays, des millions de touristes venus de chaque pays et des millions de familles franco-britanniques qui soulignent aussi la densité de la relation bilatérale. L'autre sujet à l'ordre du jour de notre réunion, c'est l'accord dit du cadre de Windsor, qui définit une solution aux difficultés de mise en œuvre du protocole nord-irlandais. Et cet accord introduit un nouveau régime simplifié pour les marchandises acheminées de l'Irlande du Nord et ne risqueront pas d'être introduites dans l'Union. Et je crois que cela doit permettre l'absence de contrôle aux frontières sur l'île d'Irlande tout en préservant l'intégrité du marché intérieur. Et c'est absolument fondamental. Je sais que les collègues auront d'autres questions sur la pêche, peut-être sur la migration, qui sont des sujets d'actualité importants pour la relation entre nos deux pays, mais voilà ce que je voulais vous dire rapidement, et je n'accapare pas la parole de sorte à ce que vous puissiez vous-même vous exprimer, et que les collègues puissent ensuite poser leurs questions. Et donc vous avez, Madame l'ambassadrice, la parole. Je vous remercie encore pour votre présence. Ah, voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les vice-présidents et présidents, Mesdames, Messieurs les députés. Merci beaucoup pour cette invitation d'être avec vous aujourd'hui afin de discuter des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la France, notamment suite, exactement comme vous avez dit, au sommet bilatéral du 10 mars 2023, mais aussi des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après l'accord dit cadre de Windsor, the Windsor Framework, comme on dit en anglais. Et vous avez raison, certainement qu'il y a un nouvel élan dans nos relations bilatérales. Mais je souhaite commencer mes propos en vous donnant une perspective personnelle sur le premier sujet, étant donné que j'ai pris mes fonctions d'ambassadrice du Royaume-Uni en France en août 2021, il y a 20 mois.
C'était exactement comme vous avez dit, Monsieur le Président, une période où les relations entre la France et le Royaume-Uni étaient franchement des plus tendues. On peut dire peut-être en dents de scie, pour plusieurs raisons, notamment notre sortie de l'Union européenne avec des négociations assez difficiles, la fermeture de la frontière due au Covid et l'éloignement plus large entre nos peuples à cause de la pandémie, la crise migratoire clandestine par bateau à travers la Manche, et puis bien sûr aussi l'annonce d'AUKUS 2 semaines après que je suis arrivée en affectation à Paris, ajoutant inévitablement plus de tensions. Néanmoins, j'ai tout de même passé une première année exceptionnelle et en plusieurs points positifs dans ce rôle. D'ailleurs, je voudrais remettre l'église au milieu du village sur ce point. Même pendant cette époque-là, malgré les obstacles mentionnés ci-dessus, les relations entre le Royaume-Uni et la France n'étaient pas condamnées. Nous sommes toujours restés des partenaires et des alliés proches. C'est la raison pour laquelle j'adore cette citation d'Antoine Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Concrètement, dans cette époque-là, nos forces armées n'ont jamais cessé de se déployer ensemble en Afrique de l'Ouest, en Estonie et au-delà. Nos équipes travaillent étroitement, main dans la main, aussi bien au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qu'au G7 ou à l'OTAN. Cela montre que nous, le Royaume-Uni et la France, assumons une responsabilité conjointe pour la sécurité européenne et mondiale. En outre, dans cette période, en parcourant les 13 régions de la métropole, j'ai vite compris qu'en dehors des couloirs du pouvoir, à Paris, les relations franco-britanniques n'étaient pas si dégradées qu'imaginées. À travers de nombreux témoignages et échanges, j'ai compris que notre héritage culturel et notre histoire commune résonnaient bien plus sur nos territoires. Plus récemment, depuis 1 an, plus ou moins, je crois que le vent a tourné dans les relations franco-britanniques et que nous nous engageons dans une nouvelle voie. C'est une bonne nouvelle. Certains points d'inflexion nous ont fait reprendre notre dialogue si précieux. En particulier, je voudrais mentionner, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine en février 2022 a été l'un des premiers témoins de la nature unique, important et indispensable de notre partenariat. C'était un bon rappel que les frictions franco-britanniques étaient franchement des petites guéguerres par rapport à la situation en Ukraine, qui était une vraie guerre. Quelques mois plus tard, la reine, notre reine, a fêté ses 70 ans de règne, un événement célébré dans tout le Royaume-Uni pour lequel les citoyens français ont manifesté eux aussi un vif intérêt. Et puis malheureusement, en septembre dernier, nous avons été profondément émus par les témoignages de condoléances que nous avons reçus à la suite du décès de Sa Majesté, parmi lesquels c'est du président de la République française qui a dit en anglais, memorably, "To you she was your queen, to us she was the queen. She will be with all of us forever." Pour nous, les Britanniques, ces témoignages de sympathie ont eu un fort écho et nous ont rappelé la force des liens qui existent entre nos deux pays. Tous ces développements nous ont permis de commencer à travailler vers un sommet bilatéral si attendu, le premier en 5 ans, qui a eu lieu le 10 mars à Paris. Et je suis très heureuse que cela ait été un sommet solide, tant sur le fond que sur la forme, témoignant des très bonnes relations de nos leaders. Nous avons donc ensemble renouvelé l'entente. Entre parenthèses, la visite d'État aurait également mis en lumière ce nouveau, soulignant ainsi l'importance de notre amitié et nos efforts communs. Nous avons déjà hâte de la reprogrammation
la reprogrammation de la visite royale. Assez bientôt, j'espère. Mais en ce qui concerne les résultats concrets du sommet, celui-ci nous a permis des avancées dans 3 domaines essentiels. Premièrement, la lutte contre les migrations illégales à travers la Manche. Nous nous sommes engagés à renforcer notre coopération bilatérale, non pour gérer le problème, mais pour y mettre un terme. Deuxièmement, nous avons signé un nouveau partenariat dans le domaine de l'énergie nucléaire civile et au-delà, afin de favoriser la transition écologique. Troisièmement, la sécurité et la défense. Rappelons encore que notre alliance et notre détermination plus importante que jamais. Ensemble, nous devons soutenir le peuple ukrainien aussi longtemps que nécessaire. Plus largement, notre engagement commun en faveur de la liberté et de la démocratie a toujours été au cœur de nos préoccupations. Depuis le sommet, en fait, le gouvernement britannique a publié un document intitulé Integrated Review Refresh. Ce document expose le cadre stratégique qui définit la vision du gouvernement britannique quant au rôle du Royaume-Uni dans le monde. Je peux vous confirmer que l'Europe et la France sont au cœur de ce document. Notre Premier ministre, Rishi Sunak, a déclaré que la sécurité et la prospérité de la région euro-atlantique resteront notre priorité absolue, renforcée par une revitalisation de nos relations européennes. Je dois mentionner aussi que comme une démonstration claire de cet engagement envers l'Europe, le Royaume-Uni a décidé de participer à l'inauguration de la communauté politique européenne à Prague le 6 octobre dernier. Notre participation a confirmé l'intérêt du Royaume-Uni à continuer à jouer un rôle de premier plan au cœur de l'Europe sur des questions telles que la sécurité, la résilience énergétique et l'immigration clandestine. En fait, le Royaume-Uni convoquera une réunion de la communauté politique européenne en 2024, illustrant ainsi notre engagement en faveur d'un avenir commun et prospère pour l'Europe. Mesdames et Messieurs, je voulais aussi aborder brièvement le cadre de Windsor qui nous aide à entrer dans une nouvelle phase de nos relations post-Brexit en Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, ont convenu de ce nouveau cadre qui régit les flux commerciaux à travers la frontière irlandaise. Cet accord a ensuite été adopté formellement par le Royaume-Uni et l'Union européenne le 24 mars. Ces arrangements résolvent de manière définitive les défis rencontrés dans le fonctionnement du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord au cours des deux dernières années et les problèmes quotidiens rencontrés par les citoyens et les entreprises. Cet accord apporte une réelle simplification bureaucratique dans le quotidien de nos citoyens. Concrètement, les produits arrivant de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord pour y rester ne seront plus soumis au même contrôle que ceux qui doivent ensuite être exportés vers la République d'Irlande, c'est-à-dire vers l'Union européenne. Cet accord intervient aussi à l'aube de l'anniversaire du Good Friday Agreement signé il y a 25 ans. C'est un bon rappel qu'il est de notre responsabilité de faire tout ce qui est possible pour maintenir la paix sur l'île irlandaise. Les conclusions du cadre de Windsor contribueront à la réalisation de cet objectif. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je voudrais souligner l'importance de notre engagement commun en faveur d'un dialogue ouvert, honnête, entre le Royaume-Uni et la France, pour promouvoir la compréhension et la coopération mutuelle. Il faut que nous intensifions les relations commerciales, les investissements et le tourisme entre nos deux pays après des années difficiles. Le Brexit a peut-être changé la nature de notre relation, mais cela n'a jamais signifié tourner le dos à nos voisins européens les plus proches.
Ensemble, nous pouvons nous attaquer aux problèmes mondiaux les plus urgents de notre époque et construire un avenir meilleur pour nos citoyens en attendant le 120e anniversaire de l'entente cordiale en 2024. Je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. C'est nous qui vous remercions pour ces propos introductifs. Et je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et Jean-Pierre Pont pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadrice, pour ce temps d'échange. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis donc Jean-Pierre Pont. En anglais, c'est John Peter Bridge. Ce qui m'a... Autre anecdote, Madame l'ambassadrice, puisque j'ai failli assister à l'inauguration du tunnel sous la Manche. Je n'ai pas pu y aller, ce qui m'a fait dire d'ailleurs que dans le Pas-de-Calais, il y avait un tunnel, mais ce sera sans pont aussi. Donc, député du Pas-de-Calais, de Boulogne-sur-Mer, qui, avec Calais, est donc à une grande proximité avec votre pays. Je me permets de rappeler ces relations donc, entre la France et la Grande-Bretagne, qui ne sont pas aussi simples depuis quelques années, bien sûr à cause du phénomène migratoire et du Brexit. Avec 2026 déjà en ligne de mire, les nouvelles discussions avec le Royaume-Uni ne seront pas faciles au regard des âpres négociations de 2021. Nous avons dû batailler pendant 2 ans pour obtenir la quasi-totalité des licences, il en manque encore quelques-unes pour les marins pêcheurs des Hauts-de-France, avec le soutien exemplaire et tenace de notre gouvernement. Mais en plus des licences, il y a aussi la diminution dans les eaux britanniques de quotas, fixés à 5% par an, donc pendant 5 ans, soit 25% au total. Face à cette perspective, les pêcheurs ont manifesté à plusieurs reprises leur inquiétude, voire leur colère, dans les différents ports français. Madame l'ambassadrice, quel est l'état d'esprit de la Grande-Bretagne dans la perspective de ces négociations? Ma deuxième question va porter sur le transmanche, même si Boulogne, malheureusement, n'a plus cette liaison, quoique, historiquement, de grands hommes ont pris comme port de départ Boulogne pour, dirons-nous, aller visiter votre pays. Ils n'y sont pas arrivés, ce qui apparemment aussi arrive actuellement, puisque ce week-end, nous avons pu observer une autre conséquence du Brexit, des files d'attente de camions et de bus d'une durée de 11 à 16 heures pour embarquer sur les ferries à Douvres. Il faut désormais vérifier les passeports de chaque voyageur. Vous imaginez 50 passagers par bus à contrôler. Et même si le directeur du port avait prévu du personnel en plus grand nombre, cela s'est avéré insuffisant. Madame l'ambassadrice, comment à l'avenir faciliter le transit des voyageurs entre nos 2 pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, John Peter. Et je passe la parole à Thibault François pour le Rassemblement national et pour 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excellence, chers collègues. Après le Brexit, le cadre de Windsor semble être le bienvenu, non seulement pour conserver la paix en Irlande, mais également pour simplifier grandement les règlements sur les divers échanges commerciaux entre la République d'Irlande, d'Irlande du Nord, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pour autant, si le retour du dialogue entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne est une bonne nouvelle pour tous les acteurs, des difficultés semblent inévitables et vont apparaître, notamment sur les divergences d'évolution réglementaire. Un retour au protectionnisme pour certains contre un renforcement du libre-échange et du marché ouvert pour d'autres. En effet, les États-Unis ont récemment adopté l'Inflation Reduction Act, aussi dit IRA, qui incite les acteurs industriels à produire sur le sol américain. C'est une mesure que nous défendons d'ailleurs, une mesure de protectionnisme que nous défendons d'ailleurs nous-mêmes en France. Ce protectionnisme aura mécaniquement des effets néfastes pour certaines entreprises françaises qui sont exportatrices. Dès lors, je vous pose la question suivante. Comment l'Angleterre compte réagir à l'IRA dans ce contexte de retour au protectionnisme des États-Unis et par conséquent, quels pourraient être les impacts et de cette réaction sur le cadre de Windsor? Et j'ai une question supplémentaire. Vous le savez, vous l'avez abordé, le sommet franco-britannique a eu pour sujet, entre autres, la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, il était temps. Je suis élu du Nord et comme vous le savez très certainement, la situation à Calais est catastrophique.
Le trafic des passeurs occupe toutes nos forces de l'ordre, que ce soit dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, et d'ailleurs même au cœur de ma ville, à Douai, un garage servait de base arrière, de base de repli, pour acheminer du matériel qui permettait la traversée de la Manche, et cela à une rue d'une école maternelle. Alors l'Angleterre ayant affirmé vouloir s'impliquer davantage dans cette lutte, quel partenariat entend-elle mettre en place précisément sur ce sujet? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Pierre-Henri Dumont pour le groupe des Républicains pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame l'Ambassadrice, merci beaucoup de nous faire l'honneur de pouvoir intervenir devant notre Commission des Affaires européennes cet après-midi. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs sujets, dont certains ont déjà été un petit peu évoqués. Le premier concerne un propos que vous venez d'avoir qui était d'encourager le tourisme dans un contexte post-Brexit. Étant député de Calais, évidemment que cela m'intéresse. Plus il y a de tourisme, plus il y a de flux, plus il y a d'emplois et plus il y a donc de prospérité pour les habitants de mon territoire. En effet, on a vécu ces derniers jours de graves disruptions au port de Douvres, avec des bouchons qui mettaient plusieurs heures, voire dizaines d'heures à se résorber. Des parlementaires britanniques ont repris les propos du gouvernement britannique, pas cette fois-ci, mais il y a plusieurs mois, expliquant que ça n'avait rien à voir avec le Brexit. En réalité, il y a 3 facteurs qui expliquent ces bouchons. Le premier, c'est la taille du port de Douvres, qui est 5 à 10 fois plus petit que le port de Calais, qui a, lui, eu une grande extension ces 2 dernières années. Il y a des flux importants qui arrivent au même moment, avec, là, c'était le pic des vacances. Il y aura demain les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby en France, et donc il y a fort à parier qu'il y ait à nouveau ce genre de problématique, et ça a été dit par mon collègue John Peter Bridge, la question de la surveillance des passeports, et donc du fait que, à la demande d'ailleurs du gouvernement britannique, nous ne pouvons plus, nous Européens et Français en particulier, aller au Royaume-Uni avec une simple carte d'identité, qu'il faut nécessairement avoir le passeport, qu'il faut tamponner le passeport, et que donc évidemment dans l'autre sens, ce qui se faisait en quelques secondes se fait maintenant en quelques minutes et donc prend du temps. Quels sont, à votre avis, les moyens mis en place par le gouvernement pour permettre de limiter ces scènes chaotiques dans le futur, je l'ai dit en particulier dans l'optique des Jeux Olympiques, des prochaines vacances et de la Coupe du Monde de rugby? Vous avez parlé également, et certains de mes collègues l'ont fait, de la question migratoire. Je voudrais revenir sur la question du projet Terminus, qui était le financement. Je ne vais pas revenir sur la question des small boats, mais on a eu déjà depuis 19h hier soir 5 tentatives, 4 réussites dans la Manche et dans la mer du Nord. Près de 300 migrants ont été sauvés par les forces de l'ordre françaises, donc je tiens à saluer leur action ainsi que celle de la SNSM et de tous ceux qui patrouillent pour empêcher les drames. Mais vous aviez comme projet ce qu'on appelait le projet Rwanda, qui s'agissait de faire traiter, sous-traiter les demandes d'asile directement au Rwanda. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes, parce qu'il y avait des questions juridiques extrêmement fortes qui étaient soulevées par respect ou non de la Convention de Genève? Quels sont aujourd'hui les différents points juridiques qui vous ont été retournés sur ce projet Rwanda? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Louise Morel pour le groupe démocrate. Et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame l'Ambassadrice. Au nom du groupe démocrate, je voudrais vous remercier pour votre présence devant notre commission et pour votre intervention qui nous donne un bel éclairage de la relation entre la France et le Royaume-Uni. Ma question ne sera pas très longue, mais je voudrais revenir sur l'une des priorités du dernier sommet franco-britannique que vous avez mentionné. Il s'agit du nucléaire civil. Le nucléaire est un sujet qui prend dans l'actualité une place importante en France. Les députés ont d'ailleurs récemment adopté à une large majorité un texte pour accélérer les procédures pour construire de nouvelles centrales nucléaires, mais nous avons aussi cette année beaucoup d'autres sujets qui s'y rattachent, sur l'industrie verte, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie par exemple, et ils ont pour point commun l'importance de la décarbonation de notre économie. Aussi, ma question est la suivante. Quelles sont les actions qui sont portées actuellement au Royaume-Uni sur ce sujet de la décarbonation de notre économie et plus précisément sur le sujet du nucléaire civil? Et plus globalement, par rapport au dernier sommet franco-britannique, quel est l'état de l'esprit de la coopération en matière de nucléaire civil que vous avez mentionné? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Félicie Gérard pour le groupe Horizon et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame l'Ambassadrice, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui afin d'évoquer les nombreux enjeux de la coopération entre la France et le Royaume-Uni. Le 10 mars dernier s'est tenu le 36e sommet franco-britannique entre le Président de la République et le Premier ministre. Ce sommet symbolise en quelque sorte un nouveau départ pour la relation entre la France et le Royaume-Uni. Nous pouvons évidemment nous en réjouir pour nos 2 pays. Parmi les nombreux sujets abordés lors de cette rencontre, je voulais revenir sur l'enjeu de la gestion des migrations irrégulières dans la Manche. Ces migrations irrégulières entraînent de nombreuses difficultés pour les populations des 2 côtés de la Manche.
La coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et la France est donc essentielle pour y mettre un terme. Depuis le traité de Sandhurst de 2018, cette coopération a été renforcée sur de nombreux volets. La coopération en matière de sécurité en mer, la coopération dans le but de s'attaquer au modèle économique des trafiquants qui soutiennent ces traversées, ou encore de nombreuses initiatives de coordination, notamment par la mise en place par la France d'une coordination de zone à Lille. Madame l'ambassadrice, pouvez-vous revenir plus en détail auprès de notre commission sur l'action que mène le gouvernement britannique sur ce sujet des migrations irrégulières dans la Manche? Et pouvez-vous par ailleurs nous en dire plus concernant les coopérations qui seront mises en œuvre dans les prochains mois à ce sujet entre nos deux pays? Je vous remercie. Merci. Enfin, la parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadrice, pour votre présence et pour l'échange que vous permettez aujourd'hui. Dans votre intervention, un point qui a été repris par des collègues m'a interpellée, et c'est justement là-dessus que je voulais intervenir, sur la question de la transition écologique et les partenariats renforcés qui ont été annoncés entre la France et la Grande-Bretagne. Dans nos deux pays, la flambée des prix de l'énergie a entraîné une forte inflation et le coût de la vie s'est emballé, ainsi que a énormément chuté le pouvoir d'achat des populations. 11,9% des Français et Françaises sont en précarité énergétique, 27% des ménages éprouvent des difficultés pour payer leurs factures et les prix de l'alimentation et de l'énergie ont augmenté de 15% depuis un an. Au Royaume-Uni, en janvier 2023, 15 millions de foyers, soit 1 sur 2, étaient en situation de pauvreté, avec une inflation qui dépasse les 10 à 16% sur les produits alimentaires. Face à cette situation, à la France Insoumise, nous proposons un certain nombre de mesures, comme l'augmentation des salaires, les blocages des prix, le gel des loyers. Mais au-delà de ces mesures d'urgence, il faut s'attaquer, et je pense que vous serez d'accord, aux problèmes de fond, c'est-à-dire à la question de l'énergie et de la structuration de la consommation, la production d'énergie émettrice de gaz à effet de serre a contribué à la crise climatique, et l'utilisation et l'épuisement des ressources non renouvelables que sont le charbon, le pétrole, le gaz, mais aussi l'uranium, amène à la nécessité et rappelle la nécessité d'une bifurcation écologique. Il existe plusieurs scénarios aujourd'hui qui montrent que c'est possible, à l'horizon 2050, d'avoir des économies et des sociétés basées sur un 100% d'énergie renouvelable. Lors de la visite du Premier ministre Rishi Sunak en mars dernier, des investissements croisés en matière d'énergie renouvelable ont été présentés. Et c'est intéressant pour nous, puisque votre pays a développé depuis de nombreuses années une importante politique d'incitation aux énergies renouvelables, en particulier les éoliennes, la biomasse et le solaire photovoltaïque, tandis que nous sommes malheureusement en France le seul pays de l'Union européenne à avoir manqué nos objectifs pour 2020. Permettez-moi, du coup, sur ce point, de vous alerter sur l'impasse que constituerait, de notre point de vue à la France Insoumise, le développement renforcé qui a été annoncé sur le nucléaire. Coûteuse, dangereuse, non renouvelable, vulnérable au changement climatique, c'est une énergie du passé qui renforce les dépendances extérieures des pays en matière d'approvisionnement. Par contre, je souhaiterais que vous puissiez développer les domaines donc évoqués pour ce qui est du renouvelable, véritablement écologique, à travers lesquels un partenariat permettrait à notre pays de s'engager plus avant dans la transition énergétique urgente. Merci beaucoup. Mes chers collègues, je vous propose qu'on suspende ici, puisqu'on a fini le tour des orateurs de groupe, et que dans 10 minutes, on doit aller voter. Comme ça vous permettra le temps de... vous donnera le temps de bien répondre ensuite. Si je vous donne la parole maintenant, je vais devoir vous couper au bout de 5 minutes. C'est très gentil, Comme ça, Monsieur le vous Président. préparez. Merci beaucoup. Merci à tous. À tout de suite.
Maintenant que tout le monde a pu voter, vont revenir de l'hémicycle. C'est pas très loin, donc ils devraient arriver rapidement. Et je vous donne tout de suite la parole pour que vous puissiez répondre à ces premières questions. Et puis après, il y aura un second tour de parole avec d'autres orateurs. Merci, Monsieur le Président, et merci à toutes et à tous pour ces questions qui étaient vraiment excellentes, très intéressantes, adressant beaucoup de sujets qui sont très importants de nos relations bilatérales. Je voudrais m'adresser premièrement aux questions concernant la coopération énergétique entre nos deux pays, spécialement dans le domaine de la nucléaire civile. Il y a eu plusieurs questions sur ce point. Donc, premièrement, je voudrais mentionner l'importance du nouvel accord qui a été convenu lors du sommet franco-britannique. En fait, j'ai avec moi aujourd'hui la déclaration conjointe en français de ce sommet. Donc, peut-être nous pouvons partager après cette réunion le texte. Il y a eu aussi un texte spécifique concernant notre partenariat dans le domaine nucléaire civil. Mais cela étant donné, je voudrais mettre accent sur le fait que nous avons convenu que nous devons renforcer notre travail commun pour renforcer la sécurité énergétique. Nous devons renforcer notre travail sur les interconnexions entre nos deux pays qui sont de plus en plus importants pour les questions de la sécurité de provisionnement de l'énergie au Royaume-Uni, mais aussi en France. Nous voudrions continuer de décarboner l'énergie avec une bonne coopération avec nos deux pays, mais en même temps renforcer le partenariat nucléaire. Et pour moi, ce point, c'est très important parce que, évidemment, c'est très important chez nous, mais aussi chez vous, de continuer avec la transition énergétique. Et pour nous, il n'y a pas de conflit entre l'idée de la sécurité énergétique et la transition écologique. En fait, on peut dire en anglais que les deux sont les two sides of the same coin. Donc, comme j'ai dit, pas de conflit. Chez nous, nous avons une nouvelle stratégie qui s'appelle Powering Up Britain, qui est notre stratégie de continuer avec la transition énergétique jusqu'à 2050, avec de plus en plus l'utilisation de sources d'énergie renouvelable, bien sûr, sur lesquelles nous avons déjà un bon bilan. Parce qu'en ce moment, on peut voir qu'au Royaume-Uni, 40% de notre énergie vient des sources renouvelables, spécialement du vent, offshore wind, mais aussi, bien sûr, des panneaux solaires. Donc, nous voudrions continuer, bien sûr, avec cette tendance plus rapidement. L'autre point concernant les investissements français dans notre secteur nucléaire, c'est très, très important pour notre stratégie, pour l'avenir de l'énergie nucléaire au Royaume-Uni. Je suis ravie qu'il y ait des bonnes coopérations avec EDF, bien sûr, avec des investissements très, très importants à Hinkley Point et aussi à Sizewell C. Avec la coopération et beaucoup de finances aussi de la part du gouvernement britannique. Mais pour nous, c'est un très grand enjeu de continuer avec ces initiatives afin de réussir dans les deux enjeux de la sécurité énergétique, mais aussi la transition écologique. Je pense qu'il y a eu aussi une question concernant l'IRA, c'est-à-dire des Inflation Reduction Act, et particulièrement du député Monsieur Thibault François concernant l'impact sur le cadre du Windsor des subsidies. Donc, probablement, le premier point, c'est que c'est toujours important d'investir pour protéger l'environnement.
On regarde le progrès de l'IRA et la réponse européenne. Et on a discuté, bien sûr, l'IRA avec nos collègues américains. Et nous voudrions gérer tout impact éventuel des subventions via le cadre de Windsor. Donc, en fait, nous ne voyons pas un grand problème pour le cadre de Windsor en raison de l'IRA, notre réponse à l'IRA. Donc, voilà, c'est notre position. Le deuxième grand sujet pour les questions, probablement, était inévitablement la question de l'immigration clandestine. Premièrement, je voudrais mettre l'accent sur le fait que nous avons déjà une très bonne coopération avec les autorités françaises qui a existé depuis plusieurs années. Et je suis très reconnaissante du soutien de M. Darmanin et ses équipes sur le terrain pour cette coopération. Pour nous, c'est très, très important de continuer et de renforcer cette coopération. Comme quelqu'un a mentionné, nous avons vu une tendance très, très alarmante dans les années récentes, avec une grande croissance du nombre de tentatives de traverse, crossings. Merci, traversée, merci, de la Manche. Et l'année dernière, nous avons vu plus de 45 000 de voyages qui ont réussi. Mais en même temps, les autorités françaises ont empêché plus de 33 000. Cette année, c'est très intéressant, la tendance a continué, mais les empêchements ont augmenté aussi. Donc, en fait, jusqu'à ce moment, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'à la fin de mars, nous avons vu un empêchement de 64% de la part des autorités françaises de bateaux et de 54% de migrants, de personnes. Et pour nous, c'est très encourageant de voir une croissance de cet pourcentage des empêchements. En même temps, on doit faire plus de choses. Et c'était la raison pour laquelle nous sommes très contents avec l'accord entre nos deux pays qui a été signé lors du sommet bilatéral. En particulier, nous avons convenu qu'il va y avoir 500 officiers supplémentaires sur les plages françaises et plus de drones aussi pour surveiller les côtes. C'est la première chose. Aussi, il va y avoir un nouveau centre de détention commun au nord de la France et aussi on va développer une cellule de renseignement conjointe Royaume-Uni-France pour démanteler davantage de groupes criminels organisés impliqués dans les traversées des petits bateaux. Je peux vous assurer aussi qu'il y a une bonne volonté des deux côtés de la Manche de mise en œuvre, de mettre en œuvre ces initiatives très très rapidement. Et il y a des conversations entre notre ministre, Madame Braverman, et Monsieur Duck, qui sont sur la table, sont légales. Et il n'y a pas de conflit avec notre loi ou la loi de la communauté ou de la Court of Human Rights, etc. Nous avons plus d'ambition concernant des nouvelles lois afin de dissuader les migrants de faire ce voyage. Et pour moi, c'est le point clé. Toutes les mesures qui sont sous considération de la part du gouvernement britannique ont l'intention de dissuader les personnes de faire ce voyage qui est très, très dangereux. Exactement comme vous avez mentionné, nous avons vu la perte des vies dans la Manche et nous voudrions travailler avec nos amis français, mais aussi nos amis autour de l'Europe afin de résoudre, afin de aborder ce sujet très, très difficile de l'immigration clandestine. Et nous sommes contents qu'il y ait
un relancement du Calais Group assez récemment avec la participation du Royaume-Uni, mais aussi de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, afin de travailler ensemble pour contrôler cette situation. Donc, bien sûr, c'est un sujet très difficile, très sensible, mais j'ai beaucoup de confiance que maintenant, il y ait une bonne coopération entre nos deux gouvernements qui va continuer, va être renforcée dans les mois à venir avec des bons résultats. Troisièmement, je pense qu'il y a eu aussi des questions très intéressantes, merci beaucoup encore, concernant la mobilité entre nos deux pays après le Brexit. Et je comprends ce sujet parce que c'est très proche du cœur. Je pense que tout le monde qui a un intérêt dans les relations franco-britanniques. Donc, il y a eu des questions concernant les files d'attente à Douvres, mais aussi cette côté de la Manche, dans les jours récents. Donc, premièrement, je voudrais insister sur le fait que c'est toujours les mauvaises nouvelles qui est à la télévision et dans les journaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jours où il y a un bon flux entre nos deux nations. Et en fait, après le Covid, après le Brexit, nous avons vu déjà un bon rebond dans le nombre de touristes entre nos deux pays. Et pour moi, c'est un bon signe de la résilience, en fait, de nos connexions et de nos people-to-people contacts. Mais vous avez raison, il y a eu des problèmes cette semaine spécifiquement. À Douvres, c'était une combinaison de facteurs. Pendant le week-end, les conditions météorologiques défavorables, par exemple, mais aussi beaucoup de personnes qui de notre côté de la Manche, qui a essayé d'être en France pour les vacances. Beaucoup de cars, beaucoup d'autobus, etc. Et du coup, il y a eu des files d'attente plus longues que la normale. En fait, nous reconnaissons que de nouvelles procédures ont été mises en place après le Brexit. C'est pourquoi les autorités ont eu beaucoup de temps pour se préparer à ces contrôles et nous travaillons en étroite collaboration avec nos homologues français pour assurer la fluidité du trafic, notamment par l'intermédiaire du Centre conjoint d'information et de coordination de Calais, où le personnel de la UK Border Force et de la PAF française sont regroupés. En fait, j'étais là-bas au port de Calais assez récemment avant de voir moi-même la situation sur le terrain. Et en général, ça marche, mais quelquefois, oui, il y a des problèmes. Pour moi, pour le long terme, j'espère que le système de entry-exit checks de Schengen, je ne sais pas en français, je m'excuse, je suis désolée, EES en anglais, va en fait améliorer la situation quand les conditions sont prêtes. Et bien sûr, c'est une décision pour l'Union européenne, pour les pays dans Schengen, etc. Mais franchement, c'était un soulagement qu'il y a eu un report de l'introduction de EES afin d'assurer que c'est possible de mettre en œuvre les nouveaux dispositifs, ou le nouveau dispositif. Mais en fait, finalement, enfin, je pense que si on peut trouver des bonnes technologies pour soutenir ce nouveau système, il sera possible d'améliorer la fluidité pour les voyageurs entre nos deux pays. Parce que le problème en ce moment, c'est le stamping, le wet stamping, le tamponnage, le tampon de passeport, qui est bien sûr assez long aux frontières franco-britanniques. Donc je suis optimiste, franchement, pour le long terme, même s'il y a des difficultés à gérer en ce moment. Autre chose,
Ah oui, oh non, avant la pêche, il y a un autre sujet, c'est le school groups, les voyages scolaires. Parce que j'ai des bonnes nouvelles sur ce point. Parce que lors du sommet franco-britannique, il y a eu un nouvel accord que, en ce qui concerne les voyages scolaires, le Royaume-Uni s'est engagé à faciliter les voyages des groupes scolaires dans le pays en modifiant les exigences en matière de documents à présenter pour les écoliers participants à des voyages organisés depuis la France. Donc encore les précisions dans ce document, la déclaration conjointe du sommet. Mais en fait, c'est une très bonne nouvelle. C'était une demande très claire de la part du gouvernement britannique. Et je suis ravie que ce soit possible de reprendre dans une manière très ouverte afin de faciliter les voyages scolaires encore entre nos deux pays. Donc, c'est une bonne nouvelle pour cet après-midi. Et oui, finalement, la pêche. Merci beaucoup pour cette question de la part de Monsieur le député Pont. Merci beaucoup. Et d'autres députés aussi. Premièrement, je voudrais m'exprimer que je comprends l'importance de la pêche pour les communautés que vous représentez. En fait, depuis que je suis arrivée en France, j'ai visité moi-même beaucoup de communautés du nord de la France, les communautés sur la côte française. Et je comprends très bien que c'était un sujet très épineux et très difficile après le Brexit. C'est une question aussi du patrimoine français qui est très près du cœur, je pense, des communautés de la côte. Voilà, cela étant donné, il me semble qu'en ce moment, il y a eu une bonne résolution à ces questions de licence pour les pêcheurs, avec une grande majorité des demandes qui ont été accordées par les autorités britanniques, mais aussi les autorités de Jersey et Guernsey aussi. Et pour moi, nous saluons le recul du coût des tensions intérieures sur les licences de pêche. Maintenant, c'est très important de continuer d'avoir des discussions pour l'avenir de ce sujet, mais en ce moment, il me semble que nous avons trouvé un bon compromis avec, comme j'ai dit, une grande majorité de licences de pêche qui ont été données par les autorités britanniques et des îles anglo-normandes. Voilà. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Il nous reste quelques demandes de questions. J'en ai 5 pour le moment, en commençant par le groupe Renaissance et Emmanuel Lacresse pour 2 minutes. La résilience économique est au cœur des politiques que l'Union européenne mène, notamment en matière de réindustrialisation. Et au cœur de ces politiques se trouve la politique commerciale. En matière de relations bilatérales entre nos deux pays, l'essentiel, évidemment, des dispositions ont été réglées par l'accord de Brexit, notamment est finalisé récemment avec les nouveaux arrangements trouvés en ce qui concerne l'Irlande. Mais nous sommes particulièrement intéressés par la politique relative aux États tiers, entre le Royaume-Uni donc et les autres États, notamment la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Brésil, l'Inde, qui ont des conséquences directes sur l'accès du marché britannique aux produits européens et sur la concurrence entre les produits en britannique et ceux du continent. L'effort principal à mener pendant la période de Brexit a consisté à faire des accords en réplique. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont un objectif probablement prioritaire de la politique du Royaume-Uni. Alors les questions sont les suivantes. Le Royaume-Uni considère-t-il le respect des droits de l'homme, les accords du Plaza ou la traçabilité environnementale avec la même intensité que le Royaume-Uni avait lorsqu'il était membre de l'Union européenne? Ensuite, le Royaume-Uni considère-t-il la réalisation d'un mécanisme de compensation aux frontières du carbone du type MACF comme un enjeu qui vaut soit de trouver un accord à l'échelle internationale, soit de répliquer des accords européens?
Ensuite, comment le Royaume-Uni considère la loi Biden sur le protectionnisme vis-à-vis des États-Unis? C'est un enjeu auquel la Commission européenne a souhaité répondre. Est-ce qu'un mécanisme de coordination est prévu à ce sujet qui permettrait d'établir une façon de réagir aux façons dont les États-Unis subventionnent leur propre industrie? Et enfin, en matière de politique relative au mouvement de personnes, le mode 4, on sait que le Royaume-Uni a longtemps été leader sur la réflexion sur ce sujet, notamment avec l'Inde et les informaticiens. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La parole est à Michel Herbillon pour le groupe des Républicains et pour 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, c'était un plaisir de vous auditionner, de vous entendre. Et je crois que vous avez eu tout à fait raison de souligner qu'au-delà des péripéties qui peuvent exister dans les relations entre nos deux pays, il y a de profonds liens qui unissent nos deux pays, et en particulier la défense de nos valeurs communes. Je voudrais vous interroger sur la stratégie indo-pacifique de la Grande-Bretagne. L'Indo-Pacifique est la région du monde où se situe la confrontation la plus vive entre la Chine et les États-Unis. Chaque pays a maintenant une stratégie indo-pacifique. C'est une des priorités de notre politique étrangère. L'Allemagne a une politique pour l'Indo-Pacifique, l'Union européenne, très récemment le Canada, et bien entendu la Grande-Bretagne. On le voit dans le document Global Britain et maintenant dans le nouveau document stratégique dont vous avez parlé. Il y a eu une difficulté, ne le cachons pas, entre nos deux pays au moment de la perte du contrat des sous-marins et de la mise en place de l'AUKUS. Ça a été un moment de difficulté entre nos deux pays. La page est tournée désormais, et ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous disiez quelles sont les grandes lignes de la stratégie indo-pacifique de la Grande-Bretagne et comment vous voyez la coopération entre nos deux pays dans cette région sur ce sujet qui est évidemment tout à fait essentiel sur le plan géopolitique et géostratégique. Merci beaucoup. La parole est à Bertrand Bouix pour 2 minutes pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, ma question en fait concerne en large partie bon nombre de députés qui sont ici présents et qui sont des députés de la façade littorale, et notamment les députés normands présents ici, et qui représentent pour le territoire du Calvados leurs pêcheurs. Et ces mêmes pêcheurs sont aujourd'hui inquiets par la mise en place par la Grande-Bretagne de zones dites de zones marines hautement protégées, qui excluent notamment en baie de Seine, a priori bien sûr, bon nombre de pêcheurs dans leurs activités. Et aujourd'hui, ces pêcheurs sont inquiets du devenir de leur activité en mer, de leur capacité à pouvoir venir pêcher dans ces zones. Et certains disent qu'elles sont créées probablement pour les exclure de ces zones de pêche. Je souhaiterais sur ce sujet que vous puissiez nous éclairer sur le devenir de nos pêcheurs normands dans ces zones. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Philippe Gosselin pour le groupe des Républicains et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame l'ambassadrice, d'être présente. Vous évoquiez les 120 ans l'année prochaine de l'entente cordiale. Écoutez, nous sommes déjà en avril, à quelques jours du 8 avril. Donc voilà, il y a un beau symbole à vous accueillir aujourd'hui. Mais au-delà de cela, mais mon collègue Herbillon a déjà évoqué le sujet, vous entendre effectivement sur les grandes lignes de cette politique britannique indo-pacifique. Et en effet, les coopérations que nous pourrions avoir entre nos deux pays. Et puis, sinon, j'avais deux questions, effectivement, moi qui suis sur la façade atlantique et mer de la Manche, comme Bertrand Bouix. Une question sur la pêche, qui concerne aussi ces zones maritimes hautement protégées. Et puis, peut-être tracer quelques perspectives par rapport à ce que prévoit l'accord Brexit, puisqu'il y avait une période transitoire pour les droits de pêche, et on sait qu'elle s'est résolue avec un peu de difficulté parfois, mais elle s'est résolue en grande partie, non seulement avec Londres, mais aussi avec les îles anglo-normandes, et je tiens à le souligner et remercier les responsables des bailliages. Mais comment vous voyez
comment vous appréhendez les perspectives de renégociation dans quelques années, puisque c'est une perspective à relativement court terme, en réalité maintenant, 2026, sauf erreur de ma part, donc ça va venir assez vite. Et puis peut-être un dernier point de précision concernant les déplacements, les voyages scolaires, vous les avez évoqués, mais quelle pourrait être l'échéance concrète, pratique, de la levée d'un certain nombre de contraintes sur les déplacements et échanges scolaires, pour être plus précis sur cette partie-là. Merci. Merci beaucoup. Dernière question pour Liliana Tanguy, pour le groupe Renaissance, et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadrice, merci pour cet échange. Et moi, je voudrais me joindre à mes collègues bretons, étant députée bretonne du Finistère, où se trouve le port du Guilvinec, qui a été durement touché par le plan de sortie de flotte suite au Brexit, puisqu'elle concentrait un tiers des sorties des navires qui étaient très dépendants des eaux britanniques. Et donc, je voudrais insister sur cette question des aires marines protégées qui vont se mettre en place, ou dont la législation va se durcir, la réglementation va se durcir chez vous, et savoir quelle incidence ça peut avoir sur les zones de pêche qui seraient donc fermées à nos pêcheurs qui ont obtenu des licences. Et je voudrais quand même aussi évoquer l'amitié franco-britannique, malgré tout, puisque dans le Finistère, nous avons énormément de Britanniques installés dans nos communes. Et je voulais savoir s'il était envisagé de faciliter en fait les allées-venues entre la Bretagne, et, enfin en particulier la Bretagne et notamment le Finistère, parce qu'il y a des liaisons aériennes entre Quimper et Londres. Je voulais savoir s'il était envisagé de faciliter en fait les démarches de part et d'autre pour obtenir les droits de séjour, parce qu'il semblerait que ce soit encore assez compliqué pour ceux qui sont résidents dans le Finistère en tout cas. Et enfin, juste une petite question plutôt d'ordre géopolitique. C'est vous avez manifesté, enfin votre gouvernement a manifesté un intérêt pour la communauté politique européenne, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous, quelle coopération nous pourrions mettre en place entre nos deux pays pour faire avancer cette communauté politique européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, Madame l'ambassadrice, vous avez le micro. Merci beaucoup et merci encore pour toutes ces questions. Donc, je vais commencer avec la question concernant nos relations dans l'Indo-Pacifique, qui, je pense que plusieurs députés ont mentionné. Premièrement, peut-être il faut qu'on regarde notre Integrated Review Refresh afin de comprendre plus profondément notre stratégie l'Indo-Pacifique. Je suis tout à fait d'accord que c'est une question pour beaucoup de pays différents dans le monde en ce moment. On va regarder avec beaucoup d'intérêt, par exemple, la visite aujourd'hui ou ce soir du président Macron en Chine, afin de voir ce qui va se passer. Nous avons discuté entre nous plusieurs fois nos relations, nous deux, avec la Chine, qui bien sûr présente un challenge particulier aux pays occidentaux, mais où il faut aussi avoir des conversations et des discussions concernant les grands enjeux du monde, comme le changement climatique, etc. Donc, voilà. Mais aussi, ce sujet était sur la table pendant le sommet. La question plus large de nos relations avec l'Indo-Pacifique. Et concernant notre coopération militaire, c'est intéressant peut-être que les deux pays entendent coordonner le déploiement de porte-avions pour assurer une présence européenne complémentaire et plus durable dans des régions d'intérêt commun. Bien sûr, c'est incluant
inclut l'Indo-Pacifique. La déclaration conjointe dit aussi que nous étudierons les possibilités offertes à la France et au Royaume-Uni de démontrer pour la première fois l'organisation d'une présence de groupes aéronavals européens plus régulière dans la région Indo-Pacifique. Donc, il y a d'autres exemples d'une bonne coopération. Vous avez raison que peut-être c'était un peu crispé immédiatement après l'AUKUS, mais maintenant, il me semble que nous avons surmonté cette période assez difficile entre nous parce qu'en fait, nous partageons en général les mêmes buts, les mêmes objectifs dans cette région. Pour les enjeux plus grands pour le Royaume-Uni dans cette région, je suis sûre que vous avez vu que nous avons annoncé avec les États membres du, et je ne sais pas en français, je m'excuse, CPTPP, Comprehensive, en anglais c'est difficile, mais c'est le grand réseau de pays dans cette région qui sont dedans un réseau qui va promouvoir la liberté d'échange, etc. Donc, pour moi, c'est un bon signe que le Global Britain continue, en fait, parce que nous avons des relations très étroites avec beaucoup de pays de cette région. Et peut-être mon dernier point sur ce sujet, j'étais moi-même en Nouvelle-Calédonie il y a 6 semaines, quelque chose comme ça, parce que pour moi, c'était très important de visiter pas seulement l'Hexagone, aussi la Corse, que j'ai visité assez récemment, mais je voulais visiter la Nouvelle-Calédonie parce que pour moi, c'est une région très intéressante stratégiquement, mais aussi pour la présence de la France dans cette région. Et après cette visite, je suis convaincue que il doit y avoir plus de coopération entre nos deux pays dans cette région, spécialement la Pacifique du Sud, afin de protéger l'environnement, par exemple, afin de coopérer, afin d'améliorer la situation sur le terrain pour les petites îles de cette région où nous avons beaucoup d'intérêts britanniques, aussi bien que la France a des intérêts pour votre pays aussi. Voilà, donc pour moi, je peux imaginer qu'on va voir de plus en plus une bonne coopération entre nos deux pays dans cette région. Deuxièmement, le deuxième sujet était quoi? Ah oui, merci beaucoup. Les questions concernant le Carbon Border Mechanism, on dit en anglais, et qu'est-ce que l'approche du Royaume-Uni sur ce sujet. Et pour moi, après notre sortie de l'Union européenne, c'est très important d'insister sur le fait que nous voudrions maintenir les hauts niveaux concernant les dispositifs, les dispositions, les mesures afin de protéger l'environnement. C'est très important pour notre gouvernement et ça n'a pas changé, pas du tout. Mais en même temps, bien sûr, nous soutenons la liberté d'échange. Donc, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les deux choses. En fait, nous avons lancé une consultation concernant le Carbon Border Mechanism. C'était la semaine dernière. Et c'est une partie de notre stratégie de Energy Powering Up Britain que j'ai mentionnée auparavant. Pour nous, c'est très important de maintenir une coopération très étroite avec nos partenaires internationaux, incluant dans le G7 sur ce sujet. Donc, je n'ai pas plus de détails en ce moment, mais watch this space, comme on dit en anglais, pour les résultats de cette consultation. Il y a aussi des questions de monsieur le député Bouy
mais aussi Madame la députée, je pense, Tanguy, merci beaucoup, pardon Madame, concernant les protections, c'est-à-dire les zones de protection avec un niveau de protection très très haut, pardon, hautement protégé, pardon, c'était l'expression en français. Et qu'est-ce que l'avenir pour les droits de pêcheurs dans ces zones et pour les pêcheurs françaises. Donc, c'est une très bonne question. Je ne peux pas répondre dans beaucoup de détails en ce moment, mais peut-être la chose la plus importante c'est encore notre responsabilité de protéger l'environnement et d'éviter plus de dégâts aux zones de pêche qui sont très sensibles, avec les exigences pour une protection plus haute que plus généralement. Mais on ne veut pas que nous avons une approche discriminatoire, c'est-à-dire on doit trouver des règles qui sont justes pour tout le monde et tous les pêcheurs. Donc, peut-être que c'est possible, Monsieur le Président, d'écrire une lettre avec plus de détails sur ce sujet après cette session. Merci beaucoup. Et peut-être que c'est la même réponse concernant les quotas pour l'avenir et la situation qui va arriver, vous avez raison, très bientôt maintenant, 2026, pour les pêcheurs dans les zones entre le Royaume-Uni et la France. Je n'ai pas en ce moment beaucoup de précisions sur ces négociations, parce qu'en fait, probablement, c'est un peu trop tôt. C'est une question qui va arriver très rapidement, mais en ce moment, on doit rester, je pense, sur les accords que nous avons sur place déjà et sur les décisions qui ont été prises après notre sortie de l'Union européenne. Mais si j'ai plus d'informations sur ce sujet aussi que je peux partager après cette session, je peux revenir aussi sur ce sujet dans une lettre au président de la Commission. Après ça, oui, il y a une question concernant la communauté politique européenne. C'était qui a posé? Merci Madame la députée, oui. Donc, comme j'ai dit, pour moi, c'était un pas très important pour le Royaume-Uni après le Brexit de participer dans le CPE. En fait, c'était une décision de Madame Truss dans son époque comme la première ministre du Royaume-Uni, qui a décidé de participer au sommet à Prague, comme j'ai dit, en octobre 2021. En fait, dans la déclaration conjointe du sommet, il y a une section qui est pour moi très importante sur ce sujet aussi, dans laquelle la France et le Royaume-Uni soulignent l'importance que revêt la communauté politique européenne, qui doit servir de vecteur de haut niveau nécessaire pour approfondir le dialogue stratégique entre tous ses membres comme pour intensifier les coopérations concrètes dans toute l'Europe. Et en fait, il y a plusieurs paragraphes sur ce sujet. Pour le Royaume-Uni, il y a des volets qui sont particulièrement importants pour la communauté politique européenne de s'adresser, y compris la coopération concernant la sécurité énergétique, concernant la coopération afin de lutter contre l'immigration clandestine. Il y a d'autres questions comme les infrastructures, la connectivité, la cybersécurité, etc., qui sont très importants pour nous dans les mois et les années à venir. Donc,
Nous avons hâte de voir le sommet en juin, je pense, en Moldavie, avec beaucoup de soutien et du Royaume-Uni, mais aussi de la France. Et puis, on va voir aussi un sommet en Espagne plus tard cette année. Et je suis ravie aussi que c'est le Royaume-Uni qui va organiser le sommet dans les premiers 6 mois de 2024. Donc, pour moi, comme j'ai dit déjà, c'est un bon symbole de l'intention du Royaume-Uni d'être un bon partenariat pour tous les pays européens après le Brexit. Voilà. Et finalement, oui, il y a eu une question aussi de Madame Tonquet concernant les droits de séjour après le Brexit. Oui, et aussi, j'ai mentionné les changements pour les voyages scolaires qui sont très, très importants. Je voudrais être très honnête avec vous tous, parce que ce sommet était le premier sommet après le Brexit et après 5 ans. Parce que le sommet précédent était en 2018 avec Theresa May, qui était notre première ministre dans cette époque-là. Donc, pour moi, c'était une bonne opportunité de renouveler les relations franco-britanniques, mais ce n'était pas possible de résoudre toutes les questions dans un jour, dans un sommet, même avec la participation de 6 ou 7 ministres britanniques et français. Donc, en fait, nous avons convenu d'établir un nouveau working group, la Mobility, en anglais, the Mobility Working Group, la working group de mobilité, je ne sais pas, pour aborder ces sujets qui sont très importants, spécialement pour les business au Royaume-Uni et en France. En fait, nous avons établi l'année dernière un nouveau groupe qui s'appelle le UK France Business Forum pour mettre sur la table les questions de l'industrie, du business concernant la mobilité, le visa, d'autres sujets d'intérêt des deux côtés de la Manche. Et en fait, maintenant, il va y avoir un nouveau working group entre le Royaume-Uni et la France au niveau intergouvernemental. Et pour moi, c'est très important de considérer comment est-il possible de supporter, de renouveler les liens entre les deux pays, les connexions de travail, mais aussi des universités, etc., afin de promouvoir pour le long terme les relations franco-britanniques. Donc, en ce moment, on doit faire le suivi après ce sommet afin d'établir ces working groups, mais il me semble que ça va être quelque chose de très important pour l'avenir. C'était une bonne nouvelle. Et finalement, peut-être je dois mentionner aussi les droits de citoyens plus généralement dans nos deux pays. En fait, pour moi, je sais qu'il y a eu des problèmes, spécialement au début, afin d'obtenir les droits de séjour des deux côtés de la Manche. Mais je pense que nous pouvons être fiers que maintenant, il y a plus de 160 000 citoyens britanniques ou ressortissants britanniques qui ont obtenu leur droit de séjour ici en France. Et je n'ai pas avec moi le nombre de citoyens français qui ont établi avec beaucoup de soutien de l'État britannique au Royaume-Uni. Mais les nombres, en fait, sont extraordinaires. Oui, il y a des défis et nous continuerons à travailler avec les autorités françaises, les préfectures autour de la France, afin de gérer ces questions qui vont émerger, je pense, après le Brexit. C'est inévitable. Mais en général, avec la coopération du gouvernement français et de l'Union européenne plus largement, c'est possible de résoudre la grande majorité de soucis, de problèmes dans ce domaine. Donc, voilà. C'était tout, j'espère.
Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour toutes vos réponses précises aux questions qui ont été adressées par les collègues aujourd'hui. Je crois qu'au-delà du sommet et des conclusions du sommet qui s'est tenu au début du mois de mars dernier, la variété des sujets abordés démontre à quel point la relation entre nos deux pays est essentielle, à quel point la relation et l'amitié franco-britannique est centrale, et à quel point ce que nous décidons ensemble, nos gouvernements, peut avoir des conséquences positives, parfois négatives, sur la vie de nos concitoyens de part et d'autre de la Manche. Et donc nous devons évidemment continuer à travailler chaque jour à l'amitié franco-britannique, et je sais que vous êtes dans cet esprit, et donc je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui. Merci aux collègues pour leur présence cet après-midi. Et juste un petit mot avant de lever cette réunion de commission, parce que j'ai des nominations de rapporteurs à faire, et donc je voudrais les faire avant que vous nous séparions. Donc sur le devoir de vigilance des entreprises, je nomme Mireille Clapeau du groupe Renaissance et Sophia Chikirou du groupe de la France Insoumise. Et sur la protection des consommateurs, Richard Ramos pour le groupe Démocrate. Et donc, sauf objection de votre part, je vous propose que l'on acte ces nominations. Ça vous va? Et puis bientôt, nous aurons aussi d'autres nominations à faire, chers collègues Dumont. Voilà. Merci Madame l'ambassadrice. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour l'audition de la secrétaire d'État Laurence Boone à 15h dans la salle de la Commission des Affaires européennes. Merci beaucoup et à demain. Merci à tous et à tous. C'était un grand honneur pour moi. Merci, Monsieur le Président. Le plaisir est pour nous.